Bonjour tout le monde. En cette période pré-Coupe du Monde, j'ai pris l'initiative d'interviewer des suiveurs des sélections participantes, afin de mieux connaître ces dernières. On y parle notamment du parcours en qualification, de l'effectif et de joueurs à suivre. Portée par une génération dorée avec en tête d'affiche Erling Haaland, la Norvège fait son retour à la Coupe du Monde pour la première fois depuis 1998. Avec Antonin, qui tient le compte X Nordiske Norvège, on a discuté de cette équipe qui suscite bien la curiosité. Bonne écoute à vous. Déjà, salut à toi, merci d'avoir accepté l'interview. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, ton activité sur les réseaux sociaux et de quelle sélection on va parler lors de cette interview preview de la Coupe du Monde Ouais. 2026? Moi je m'appelle Antonin, du coup je gère Nordisk Football, donc c'est un média sur Twitter principalement, mais on a aussi un site internet. Et voilà, on est toute une équipe et on parle de tout le football nordique en général. Donc il y a la Norvège, mais aussi la Suède, le Danemark, l'Islande, la Finlande, enfin jusqu'au Groenland. Donc on couvre assez largement le football nordique. Et voilà, aujourd'hui on va parler un petit peu de la sélection norvégienne avant le mondial de cet été. Yes, tu as des origines norvégiennes ou d'où est venue cette passion pour la Norvège? Pas du tout. Bah, en fait, moi, c'est arrivé vraiment par hasard. C'était pendant le Covid. En fait, il y avait plus de foot à la télé. Donc, je regardais le championnat biélorusse parce qu'il y avait plus que ça pendant un moment. Et en fait, je suis tombé par hasard sur une pub sur Eurosport qui disait reprise du championnat norvégien. Et du coup, comme il n'y avait rien, je me suis dit, bon, j'ai regardé et en fait, j'ai tout de suite adhéré parce que c'est un football, c'est un petit peu pour moi, entre guillemets, le vrai football, dans le sens où les joueurs gagnent pas non plus des millions d'euros, enfin, ils gagnent pas des millions d'euros, clairement. Et c'est un petit peu, les joueurs essayent de jouer pour performer, pour se montrer, pour aller au plus haut niveau. C'est quand même un jeu qui est très athlétique, très rapide, etc., très offensif, donc il y a quand même pas mal de buts. Et puis voilà, ça correspond bien à ce que j'aime du football. Et donc j'ai commencé à regarder comme ça. Et au final, j'ai vraiment adhéré. Et puis je me suis renseigné sur un petit peu les clubs, les histoires, mais aussi sur la culture norvégienne en général. Et voilà, c'est après, je suis parti. Et maintenant, ça fait ouais, 6 ans maintenant que je suis sur Nordisk. Ok, ok. Donc on va commencer cette interview avec un petit point historique de la Norvège en Coupe du Monde, qui est pas si massif que ça, vu qu'en 2026, ce ne sera que la quatrième Coupe du Monde de l'histoire de la Norvège, mais il y a quelques anecdotes à raconter sur les participations norvégiennes en Coupe du Monde. Je pense notamment à 94, mais surtout en 98. Ouais, bien sûr, bah forcément, oui, donc c'est vrai que la Norvège, c'est seulement sa quatrième Coupe du Monde, donc c'est pas énorme. Oui, c'est sûr qu'il y a quelques anecdotes. Bah, à 98, on a quand même, c'est un petit peu le parcours, comment dire, référence de la Norvège en Coupe du Monde parce que ils ont été éliminés au premier tour en 94, ils ont fait huitième de finale aussi en 1938, mais bon, je pense qu'on n'est plus beaucoup pour pour en parler maintenant. Et c'est vrai 98 en France, et puis il y a ce match contre le Brésil qui était totalement fou, notamment. Et voilà. Oui, oui, oui. Mais là, on a vite fait parler du passé. J'aimerais qu'on fasse une petite évolution par rapport à ce qui s'est passé il y a 4 ans, parce que la Norvège ne se qualifie pas, mais la Norvège ne va même pas en barrage. Ils étaient dans le groupe avec les Pays-Bas et la Turquie et d'autres sélections, la Lettonie, Gibraltar, le Monténégro, si j'ai pas de conneries. Danneries, pardon. Et, et c'est presque une déception parce que on parle beaucoup d'une génération dorée norvégienne. Et là, ça commençait à devenir presque récurrent parce qu'ils ratent la qualification à l'Euro 2020, la Coupe du Monde 2018, la nouvelle génération n'était pas encore arrivée. Est-ce que là, on peut commencer à être déçu de ne pas avoir la Norvège, ne serait-ce qu'en barrage? Ta question porte sur justement ce moment-là, en Sur, 2020, c'est ça? sur l'évolution sur les 4 dernières années. Ok. Bah en fait, oui, à ce moment-là, on était quand même déçus parce qu'on s'est dit qu'il y avait le potentiel pour faire quelque chose, mais aussi, et c'est ce que je disais justement dans un article que j'avais écrit sur Nordisk à ce moment-là, c'est que la nouvelle génération venait tout juste d'arriver. Et en fait, il y avait des Antonio Nusa, Oscar Bob, tout ça. Et en fait, ces joueurs-là, donc certes, ils ont du potentiel, mais il leur manquait quand même de l'expérience, je trouve. Et quand on relativisait un petit peu, on se disait que bon, là, pour la Coupe du Monde, c'est un petit peu, on va pas dire la dernière chance, mais c'est un petit peu le dernier carat quand même pour se dire qu'il y avait quelque chose à faire avec cette génération-là. Mais à ce moment-là, ouais, on se disait que bon, c'est dommage, mais avec l'expérience, ils vont continuer à jouer en club, etc., progresser. Et on s'est dit, bon, plus tard, peut-être que ce sera mieux. Et je trouve qu'on a vraiment pris du coup ce chemin-là avec les qualifications pour le mondial cette année. On s'est rendu compte qu'en fait, les joueurs de la nouvelle génération ont vraiment passé un cap, que ce soit même dans le jeu ou même mentalement sur le terrain.
Et c'est ça au niveau collectif, tout ça. Et là, je trouve qu'on a vraiment passé un cap et c'est ça la principale évolution de cette équipe sur les 4 dernières années. C'est que les jeunes ont vraiment apporté quelque chose en plus. Et puis on a eu le sélectionneur aussi qui est quand même resté en poste alors qu'il y a eu pas mal de comment dire de mouvements autour de lui. Je me rappelle les médias norvégiens demandaient à ce qu'il soit licencié, etc. Et au final, il a quand même tenu bon et il a aussi un petit peu adapté sa stratégie, sa tactique. Et il y a eu du gros travail de fait aussi au niveau de la fédération autour de tout ça. Et du coup, ils ont réussi à passer un cap et on l'a bien vu là pendant les éliminatoires. Et puis voilà, ils sont arrivés là en qualification en Coupe du Monde et c'est super. Bien sûr, tu me fais la transition parce que je pensais aussi passer les qualifications à l'Euro 2024 la Norvège ne se qualifie à nouveau pas. Là, pareil, je suppose qu'il y avait une certaine déception et de se dire, il y a là nouvelle génération et commence à les installer, mais ne se qualifie pas non plus. Mais on va dire qu'il y a eu les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 où la Norvège était dans un groupe notamment avec l'Italie qui sortait pas d'un euro extraordinaire, Non. Israël et l'Estonie qui restent des nations à la portée de la Norvège et la Moldavie où il y a eu un certain écart et ça s'est vu. Mais le premier match, je voulais en parler du premier match justement, où c'était un Norvège-Italie et la Norvège s'impose 3-0. Est-ce que ce match-là, c'est pas une bascule, j'allais dire, prise dans l'histoire du football norvégien? Je pense oui. Après, c'est compliqué à dire si c'est une bascule dans l'histoire parce que c'est quand même important de dire ça. On ne sait pas encore les répercussions que ça aura derrière, mais c'est quand même une sacrée bascule parce que du coup, je pense aussi que les joueurs se sont rendus compte que oui, ils peuvent le faire. Effectivement, ils peuvent y croire. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de phases où on se disait ah cette année c'est la bonne et au final à chaque fois au dernier moment, moi je me rappelle d'un match contre l'Écosse où il s'écroule dans les 5 dernières minutes et il rate une qualif. Il y a eu alors je sais plus c'était quand à ce moment-là. Il y a eu une déroute contre l'Autriche il y a quelques années. Faudrait que je retrouve le résultat, mais je sais plus quand c'était. Mais en gros, c'était pareil pour la qualification à l'Euro, si je dis pas de bêtises, je me rappelle plus. Mais il y avait une déroute contre l'Autriche qui avait un petit peu remis les têtes à l'envers, dans le sens où ils étaient bien partis et derrière ils se reprennent un taquet. Et là, justement, le match contre l'Italie, c'était un petit peu le plus important de cette phase de qualification. Et à domicile, ils gagnent 3-0 et on se dit, bah ok, maintenant il suffit, entre guillemets, d'assurer contre les plus petits du groupe. Et derrière, on s'offre une finale en Italie. Et c'est ce qui s'est passé. Et au final, on connaît la suite aujourd'hui. Bien sûr, et je voudrais presque revenir sur la qualification. Il y a eu des vrais scores, à part une victoire 1-0 contre l'Estonie qui était peut-être, mais on pourrait parler notamment d'un 11-1 contre la Moldavie, il y a eu un 5-2 contre Israël ou un truc comme ça. La Norvège a énormément scoré durant ces qualifications. Il y a un certain numéro 9 dont on va parler plus tard qui contribue énormément, mais ça ne se repose pas que sur les performances de Erling Haaland. C'est Non, bien sûr. d'attaque. Oui, oui, c'est ça, ouais, c'est un collectif entier. Oui, ça, il y a eu 5-0 contre la Moldavie, 4-2 contre l'Israël, puis 3-0 contre l'Italie. Il y a eu un 11-1 contre la Moldavie, 5-0 contre l'Israël, 4-1 contre l'Estonie, 4-1 en Italie. Enfin, il y a eu beaucoup de buts dans les matchs de la Norvège. Et en fait, ça repose aussi sur le fait que en Norvège, on n'a pas trop Enfin, c'est pas vraiment qu'une culture de la gagne, entre guillemets. Il y a aussi une culture de la performance. C'est-à-dire que même si, par exemple tout bête, quand la Norvège se déplace en Italie pour le dernier match, c'est sûr à 99,999% que la Norvège allait se qualifier. Et pourtant, ils ont été chercher une victoire 4-1 là-bas parce que là-bas, au pays, en fait, en général, ils ont vraiment cette culture de la performance. C'est-à-dire que même si on est déjà qualifié, on veut faire un bon match, on veut marquer des buts, on veut tout bien faire. Et c'est ça aussi qui est important, je trouve, et qui est intéressant pour le futur, c'est que déjà les joueurs ont réussi à passer un cap. On a quand même un beau collectif qui est cohérent. Et justement, ils ont tous cette culture-là de se dire on va se donner jusqu'au bout. Et c'est ce qui explique aussi les performances offensives en partie. C'est que il y a cette culture vraiment de la perf et qui fait que même si on gagne 3, 4, 5-0 à la mi-temps, on va essayer d'en mettre plus autant qu'on peut. Et ça explique aussi le score contre la Moldavie, parce que 11-1, c'est quand même pas rien. Il faut mettre les 11 buts dans tous les cas. Et voilà, c'est ce qui explique un petit peu les performances. Oui, oui, ce qui fait que c'est la première, ça assure la qualification, la première donc depuis 98. Je suppose que ça a été très fêté là-bas, ou même les gens se sont dit, là, il y a une évolution. Ah bah oui, oui, c'était très très fêté parce que la dernière qualification de la Norvège en coupe
en coupe, que ce soit Coupe du Monde ou à l'Euro. La dernière fois, c'était en 2000. Donc ça faisait 26 ans qu'ils n'avaient pas connu ça. Autant le football, c'est pas forcément le sport numéro un là-bas, parce que il y a tous les sports d'hiver quand même, avec le ski, le biathlon, tout ça, qui est très 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 suivi, mais ça reste quand même un sport très populaire. Et bien sûr, ça a été énormément fêté, et c'est un peu un accomplissement aussi pour eux, parce que quand on se qualifie pas pendant 26 ans, c'est quand même pas rien. Alors certains ont dit oui, c'est vrai, mais il y a plus d'équipes maintenant. Oui, effectivement. Mais bon, quand on voit les performances que la Norvège a sorties sur cette phase de groupe, je pense que dans tous les cas, ils ont été qualifiés. Et voilà. Oui, oui. J'aimerais qu'on fasse un petit point sur l'effectif parce qu'il y a quand même des noms qui commencent à s'imposer comme des références à leur poste. Je pense notamment à Erling Haaland, je pense à Martin Odegaard, qui sont les noms les plus connus. Mais Mm. l'effectif est assez dispersé. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent dans des gros championnats, des gros clubs, même dans des grands championnats. Je pense à Oscar Bob qui est à City, qui est aujourd'hui à Fulham. Je pense à même dans les buts Nyland qui est à Séville, des joueurs qui jouent en Bundesliga, Ryerson notamment. Comment est-ce que avoir un ensemble de joueurs comme ça aide la Norvège qui se repose en soi assez peu sur des joueurs du championnat local, même s'il y a quelques joueurs, notamment de Bodo Glimt. C'est ça, ouais. Bah, en fait, déjà, le coach a dit qu'il regardait de plus en plus le championnat national en Norvège et que pour lui, tant qu'il y a de la performance au bout, en fait, il n'y a pas de souci pour lui de sélectionner des joueurs de l'élite syrienne, donc le championnat norvégien, pardon. Euh, pour lui, il n'y a pas de souci. Après, c'est sûr que bien gérer quand tu joues à l'étranger, c'est forcément plus valorisé parce que les championnats étrangers du top 5 européen, notamment, sont plus relevés. Mais du coup, voilà. Mais en fait, oui, c'est vrai que c'est assez étalé. Après, justement, c'est quelque chose sur lequel Ståle Solbakken, l'entraîneur, enfin le sélectionneur, a évolué là-dessus. C'est qu'au lieu de prendre des joueurs qui jouent que dans des grands championnats, il préfère des joueurs qui jouent dans leur championnat. C'est-à-dire que pendant un moment, on a eu notamment, alors c'était un défenseur, Østigard, qui était à Naples à ce moment-là. Il le sélectionnait parce que un défenseur en Serie A, c'est quand même bon et tout. Mais en fait, on voyait qu'au fil des matchs, comme c'était un joueur qui était souvent sur le banc, quand il était titularisé avec la sélection, il commençait à tirer la langue à la 70e, 75e. Et c'était le souci notamment contre l'Écosse, où le match, un petit peu pour se qualifier, c'était à l'Euro, je crois. Fallait le gagner. Et la Norvège mène 1-0 et ils se prennent deux buts en fin de match, mais en 5 minutes. Et du coup, ils perdent le match. Ils se qualifient pas parce que l'Écosse passe devant. Et du coup, c'est à partir de là où il y a eu une petite bascule quand même dans la stratégie. Et au lieu de prendre des joueurs qui jouent dans des grands championnats, ils préfèrent des joueurs qui jouent à leur poste dans les championnats, quitte à prendre des joueurs qui sont un petit peu dans des championnats, on va dire, moindres, comme par exemple la Belgique ou voilà. Et donc ouais, alors moi je pense que c'est plutôt une force justement parce que la Norvège en plus au pays, leur stratégie au club, comme les clubs peuvent pas rivaliser financièrement avec les clubs du top 5 européens, leur stratégie c'est de former pour vendre. Et du coup, ce qui fait que les jeunes, les jeunes Norvégiens partent surtout assez rapidement dans des pays un petit peu plus, comment dire, concurrentiels sportivement, que ce soit dans le top 5 européen ou la Belgique, les Pays-Bas, etc., l'Écosse, l'Irlande. Oui, Et du coup, ça explique pourquoi il y a beaucoup de Norvégiens un petit peu partout en Europe. Mais moi, je pense que c'est plutôt une force parce que du coup, ils gardent quand même leur mentalité nordique de performance. Mais du coup, il y a aussi une grande diversité et les joueurs aussi vivent chacun dans leur côté des expériences différentes qui peuvent apporter au groupe entier. oui, oui, et tu parlais de joueurs jeunes, j'avais un exemple tout bête en tête. Il y avait Oscar Bob aujourd'hui qui est à Fulham, et aussi Nyland maintenant qui est chez les jeunes de Manchester City qui a été acheté à Rosenborg. Svernipan plutôt. Nyland, c'est le gardien. C'est ça Ah, je plutôt. me confondais avec quelqu'un d'autre. Oh, bah, ça m'arrive de dire une bêtise. Ouais, Mais non. ça m'arrive de dire une bêtise. Bah, il y avait le poste de gardien, je pensais à l'effectif parce que on aurait pu avoir un invité surprise au poste de gardien, mais finalement, ça ne s'est pas fait. C'est le cas de Aikin qui joue à Ah oui, Bodo notamment, qui c'est aurait pu ça, être oui, oui. numéro un, je pense, dans l'équipe actuelle, même si. Je sais pas trop. Je pense qu'il va quand même mettre Nyland, je pense. Après, parce que c'est vrai que Aikin, en fait, on l'a vu avec ses performances de Ligue des Champions, notamment. C'est là où il a un petit peu explosé aux yeux de l'Europe. Mais quand il est parti en Angleterre, il était parti, je sais plus, c'était en Championship à Watford de mémoire. Bristol, je crois. Euh, Comment? Bristol, je crois. Oui, c'est Bristol, ouais. Effectivement, c'est Bristol. Il n'a pas bien performé, donc il est retourné au pays. Et là, sur les derniers mois, notamment là sur le début de saison en Norvège, parce que le début de la saison commence en mars en Norvège, il est quand même
pas top top, il est pas au top de sa forme. Alors évidemment, il a enchaîné beaucoup de matchs, il a quasiment pas eu de vacances, donc il peut pas non plus être tout le temps au top niveau. Mais je pense qu'il a quand même perdu pas mal de points là-dessus. Et dans tous les cas, il a pas réussi à avoir son passeport sportif norvégien, donc il sera pas sélectionné. Donc je pense que ouais, c'est ça. Nyland sera dans le gardien numéro un. Et après, je pense qu'en gardien remplaçant, peut-être que Dingeland, le gardien de Brann, sera sélectionné. Parce que la sélection, du coup, à l'heure où on enregistre, on est le 20, et du coup, c'est demain, la sélection, c'est le 21. Donc voilà, je pense que Dingeland sera pris pour le suppléer. Ouais. Et est-ce que je pourrais parler un peu plus en global, peut-être d'un schéma tactique, d'une composition est-ce que c'est, on a vu lors des qualifications, on peut presque se dire que c'est une équipe qui se repose beaucoup sur l'attaque. Comment, quel est le schéma tactique du coach norvégien? Est-ce qu'il est tendance à évoluer ou est-ce qu'il a tendance à garder potentiellement les mêmes joueurs dans le même 11, voire potentiellement le même groupe? Est-ce qu'il a tendance à évoluer? Tu dis lui, toi-même qu'il a évolué en termes de mentalité, mais est-ce que depuis il a continué à, entre guillemets, évoluer ou est-ce qu'il est resté quand même sur un groupe assez restreint? Non, 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 dans la sélection des joueurs, en tout cas, il a tendance à évoluer aussi. Bah, comme je t'ai dit, il a préféré prendre des joueurs, même encore maintenant, qui jouent dans leur championnat, qui performent bien, plutôt que des joueurs parce qu'ils sont dans des grands championnats. Et non, bah, d'un point de vue tactique, en général, il part sur. Alors, c'est assez modulable, ça peut être un 4-4-2 ou un 4-3-3. Il s'adapte quand même à l'adversaire en face. Et après, ça dépend de beaucoup de choses. Des fois, ils préfèrent mettre Haaland et Sorloth en pointe, entre guillemets. Des fois, ils préfèrent partir plutôt sur un 4-3-3 et mais à ce moment-là, Moussa sur le côté. Mais Moussa peut jouer aussi un petit peu, entre guillemets, piston. Bon, il y a un défenseur gauche derrière, notamment avec David Moller-Wolf. Mais voilà, il y a quand même des grandes courses, etc. Et en fait, dans le jeu, il y a beaucoup de verticalité. Ils essayent d'aller vite vers l'avant, beaucoup de projections, parce qu'ils savent aussi se reposer sur Haaland qui bah, est très fort physiquement, court vite, est quand même rapide. Et du coup, il essaye d'entourer un petit peu Haaland avec des Sørloth qui sont aussi quand même imposants, des Nusa qui sont ou Oscar Bob qui sont très techniques, rapides, agiles. Et voilà, donc beaucoup de verticalité, beaucoup d'offensif. Et puis, oui, il évolue sur sa tactique aussi niveau défensivement. Parce que pendant un moment, juste avant que les médias appellent à son licenciement, il était beaucoup sur une défense de zone un petit peu bizarre ou sur les coups de pied arrêtés. C'est un petit peu, bah, tel joueur va se mettre là, nanana. Et là, il s'est un petit peu recentré, c'est un peu plus dans un contre un. Donc, il a quand même, il écoute quand même les critiques, entre guillemets, à partir du moment où c'est constructif, évidemment. Et justement, il y a eu un gros travail de fait au niveau de la fédération qui a lancé tout un programme au moment de l'échec de la qualification à l'Euro pour comprendre qu'est-ce qui a pêché concrètement et qu'est-ce qu'il faut faire pour solutionner ces problèmes. Mhm. Oui, qu'est-ce qui a pêché par rapport au talent qu'on a, qui est peut-être un talent intrinsèquement peut-être supérieur. Je pense à des nations comme à l'Écosse ou même la Géorgie qui a fait l'Euro a posteriori. Il y a eu une remise en question quand même qui a été faite entre-temps, même de lui, même la Oui, fédération, ce qui aurait pu surprendre, le fait qu'il ait été gardé, il est là depuis quelques années déjà, alors qu'il aurait pu être licencié après la non-qualification, je dis une bêtise, à la Coupe du Monde 2022 ou à l'Euro 2024. Est-ce que c'est un coach qui a vraiment le groupe derrière lui? oui, clairement, oui, oui, on le voit même dans les conférences de presse, quand ça allait pas, les joueurs étaient derrière lui, le soutenaient, parce qu'on sentait quand même que, en fait, c'est parce que ça allait pas depuis trop d'années. En fait, quand il y a une attente du public, le moindre truc, bah, tout de suite, ça va être un peu les grands mots, un petit peu, on va demander à ce que bah, le coach soit licencié, il faut changer ci, il faut changer ça. Parce que bah, quand ça fait 26 ans que tu n'as pas été qualifié en coupe, au bout d'un moment, tu te dis, bah non, c'est bon, il faut tenter autre chose, il faut qu'on soit qualifié. Et en fait, il y a eu un peu une culture de l'urgence à ce moment-là. Et donc, le moins de trucs, on va dire, il faut tout changer, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais on a senti quand même les joueurs derrière lui. Et je pense qu'il y a quand même à ce moment-là, quand ça allait pas, il y avait quand même une bonne entente dans le groupe entre les joueurs. Et surtout, je pense que les joueurs ont compris et ont vu que bah, ils se remettaient en question, c'est ce qu'on disait un petit peu avant, et qu'il y a eu une grosse remise en question de tout le système, de la fédération au coach, aux joueurs. Et surtout que le coach a pris en compte aussi des remarques des joueurs. Et en fait, ils ont tout reconstruit autour de ça. Et donc là, il y a une vraie unité maintenant autour des joueurs, des coachs, du staff. Voilà. Ouais, j'ai l'impression qu'outre la qualité de l'effectif qui est peut-être du jamais vu dans l'histoire de la Norvège, il y a un environnement qui est sain, même autour. En fait, ça en crée un cercle vertueux entre un joueur qualitatif et le fait, comme tu dis, qu'il y a de la remise en question, qu'il y ait du travail qualitatif dans tous les pans de la fédération.
est-ce que la Norvège attaque un peu un cercle vertueux qui pourrait l'emmener potentiellement plus loin qu'une simple participation à la Coupe du Monde? J'espère. Mais oui, je pense. Après, faut quand même relativiser. Il faut se dire que bah, du coup, ça reste la Norvège. Certes, il y a des très bons joueurs, mais c'est une équipe qui n'a pas d'expérience, entre guillemets, en termes international. Donc, ils vont découvrir la Coupe du Monde tous ensemble. Donc, c'est difficile à se prononcer. Après, c'est vrai qu'eux, ils ont quand même une culture très intéressante autour de ça, même au pays. Il y a des règles qui sont faites notamment pour que les jeunes joueurs soient pas, enfin, j'ai pas le mot, scoutés, enfin, analysés, tout ça, trop jeunes, démarchés trop jeunes, etc. C'est-à-dire que déjà, il y a une sorte de protection un petit peu des jeunes là-bas, et ce qui fait que les joueurs sont dans des bonnes conditions, que ce soit mentalement et dans leur entourage. Et du coup, ça peut aider aussi, je pense, au développement des joueurs. Et on le voit qu'il y a de plus en plus de Norvégiens qui s'exportent. Alors certes, rapidement, à 15, 16 ans, mais dans leur tête, mentalement, tout ça, ça va bien. Et ça permet aussi à ce que quand les jeunes partent, maintenant il y a de plus en plus de Norvégiens un petit peu à l'international. Et des fois, quand ils se retrouvent en club, je pense notamment bah, à Sverre Nipan et Erling Haaland qui se retrouvent tous les deux à Manchester City maintenant, bah, les anciens, entre guillemets, sont là pour les nouveaux. Et en fait, il y a un petit peu un gros soutien, mais c'est vraiment quelque chose de communautaire, de national, en fait. Je ne sais pas trop comment dire, mais par exemple, des fois, il y a tellement de Français un petit peu partout maintenant que bon, forcément, ça dépend, mais des fois, quand il y a des Français qui se retrouvent en club, ils vont être ensemble, mais ça va pas aller beaucoup plus loin qu'ils vont se côtoyer, et voilà. Mais là, je trouve qu'en Norvège, enfin, avec les Norvégiens, il y a vraiment ce truc de, on est en mission en fait, mais tout le monde le sait. Et du coup, il y a vraiment ce truc de je vais t'accompagner pour aller plus loin et inversement, tout le monde s'apporte quelque chose. Et voilà, je trouve c'est ça qui est très très bon, je trouve, en Norvège avec la sélection et dans le groupe avec tous les joueurs. Oui. En parlant d'effectifs, etc., on a parlé d'effectifs, etc., schéma tactique, est-ce que tu auras un petit joueur à suivre? Ça peut être quelqu'un un peu inconnu du grand public ou quelqu'un qui peut-être vient d'arriver en sélection, dont tu es curieux en règle générale. Ou qui, pour des spectateurs neutres, tu pourrais leur dire, regardez-le, il a un potentiel. Ou ça Ouais, peut être bah, un joueur qui joue dans un championnat mineur ou un truc comme ça qu'on ne connaît pas très bien. Ce serait hmm. quoi ton joueur à suivre? Bah, c'est difficile d'en dire qu'un, mais je dirais peut-être s'il est sélectionné, Andreas Schelderup, parce que bon, lui, on a quand même déjà pas mal entendu parler de lui, mais c'est vrai que là, il a passé un cap avec Benfica, donc c'est un ailier qui est très intéressant, très bon, il est assez agile, très précis, il marque beaucoup de buts. En fait, il est très dans le, comment dire, dans l'offensif, mais collectif, en fait. Il faut qu'il y ait du monde autour de lui, mais dès qu'il y a du monde autour de lui pour l'aider, lui, il le rend x10, quoi. Et je trouve que ça peut être vraiment, s'il va pas être titularisé, parce que, enfin, je pense, parce qu'il y a quand même beaucoup de concurrence en attaque dans cette équipe, ça peut être un petit peu le super sub qui arrive à la 65, 70e et qui dynamite un petit peu tout. Et il est encore jeune, hein, alors je sais plus quel âge il a, mais il doit avoir 22 ans, peut-être quelque chose comme ça. Je regarde là juste rapidement. 21 ans, c'est ça, il va prendre 22 ans le 1er juin. Mais voilà, c'est un petit peu le joueur à suivre, le jeune qui peut apporter vraiment quelque chose et qui n'est pas encore trop connu du grand public. Oui, oui, parce que des jeunes talents, la Norvège n'en manque pas. Je pense notamment à Moussa, dont on parlait pas longtemps, de Leipzig, qui a été très très bon, même pendant les qualifications. Je pense notamment contre l'Italie, le premier match où il a été juste Ouais. bluffant. Ouais. Ouais, non, et puis c'est vrai qu'il y a tellement de joueurs maintenant. Je pense qu'il y a aussi il y en a un qui joue à Brann, c'est Edwin Eland. C'est un jeune qui était avec enfin, avec les jeunes de la Norvège, donc U21, etc. Et cetera. Et là, pareil, il a passé un cap. Il a 19 ans de mémoire. Et en fait, il est parti de Brann à Bologne cet été, cet hiver, pardon. Et ouais, il a vraiment passé un cap. Après, je sais pas trop ses performances. Là, j'ai pas trop regardé. Je sais pas s'il enchaîne, mais en tout cas, c'est un bon prétendant quand même aux 11 titulaires. Et voilà, en fait, enfin, il y a plein de joueurs. Je pourrais dire aussi Sander Tangvik qui vient d'arriver à Hambourg. Enfin, ouais, même David Moller-Wolf qui est dans le 11 déjà, défenseur gauche, là, qui joue à Wolverhampton. Enfin, voilà, il y a vraiment énormément de potentiel, individuel en tout cas. Mais ce qui fait que si tout le monde arrive à passer un petit peu ce cap et se met pas trop de pression, parce que ça peut arriver aussi, première Coupe du Monde, on peut pas trop savoir comment les joueurs vont réagir. Mais, euh, mais voilà, collectivement, ça peut être très, très fort. Mhm. Donc la Norvège est dans un groupe, tu disais, où
malgré ce qui était effectif, elle est inexpérimentée. Dans ce Mm. groupe, il y a notamment l'Irak, qui est presque tout aussi inexpérimenté que la Norvège, mais il y a la France et le Sénégal qui sont habitués du très haut niveau. Quel serait ton pronostic pour la Norvège pendant cette Coupe du Monde? Moi, je dirais en groupe, ça finirait deuxième, je pense. Parce que je pense que la France est juste intouchable dans ce groupe. Hein, faut pas se mentir, c'est l'équipe la plus forte. Après, on n'est jamais à l'abri de surprise, mais bon, c'est difficile à dire. Et je pense que ouais, le principal concurrent de la Norvège, ça sera, je pense, le Sénégal. Parce qu'ils ont une très belle équipe, hein, concrètement. C'est aussi un prétendant à la deuxième place minimum. Donc, non, moi, j'aimerais bien voir quand même la Norvège deuxième. Parce que l'Irak, c'est pareil. Alors, certes, ils sont jeunes, mais ils ont aussi quand même beaucoup de bons joueurs. Donc, ça va être un groupe relevé quand même. Je pense que la France, pardon, est au-dessus, mais que Norvège, Sénégal, Irak, ça va vraiment batailler. Donc, je dirais ouais, deuxième place. Et après, je crois que c'est les 16e, hein, c'est pas les Bien 8e. comme 16e, ouais. Ok, donc allez, je dirais. Moi, j'aimerais bien aller une petite élimination en quart de finale, on va dire. Mhm. Allez, Est-ce que c'est vrai que la Norvège elle est un peu dure à quantifier, j'ai l'impression, parce qu'elle a quand même sa qualité d'effectif, avec des joueurs, comme on disait, qui jouent qui sont des références, mais à la fois, il y a une inexpérience qui fait que on peut se dire que ça peut être une très bonne surprise, mais des deux côtés de la pièce. Ça c'est peut être une ça. surprise des deux côtés. Ça peut être une surprise, ouais, comme tu dis, qui vont en quart de finale, ou ça peut être un naufrage complet, où ils perdent contre la France, ils perdent contre le Sénégal, mais ils perdent largement, et la victoire contre l'Irak sauve pas les meubles. C'est vrai que ça peut être une des équipes les plus intrigantes peut-être de cette Coupe du Monde. C'est ça, exactement. Et puis il suffit d'un truc tout bête, mais une défaite contre la France, un nul contre le Sénégal, et derrière, oui, peut-être que tu gagnes contre l'Irak, mais est-ce que ça va suffire? On ne sait pas. Enfin, il y a tellement de scénarios possibles. Mais en plus, au pays, ils sont un petit peu, comment dire, c'est culturel là-bas, mais ils sont très vite emballés parce que dès qu'ils se sont qualifiés, dans les titres sur donc TV2, tout ça, c'est un petit peu les médias références là-bas. C'est un petit peu l'équivalent de l'équipe, entre guillemets. Les premiers articles, c'était est-ce que la Norvège peut aller gagner la Coupe du Monde? Donc, tu vois un petit peu la mentalité qu'ils ont. Après, c'est bien parce qu'ils ont de l'ambition, mais il y a beaucoup d'enflammades autour de tout ça. Et c'est pour ça qu'il faut un petit peu se méfier aussi de ce qu'écrivent les médias parfois en Norvège sur la section nationale, parce que quand tout va bien, c'est incroyable, et quand ça va pas, tout est mal en fait. Donc, donc à voir. Là-bas, ils sont quand même très confiants. Je le suis quand même assez aussi, parce que avec ce qu'on a vu en phase qualificative, et je connais un petit peu la mentalité des joueurs et les discours qui sont un peu tenus là-bas. Je pense pas qu'ils arrivent avec trop de confiance. Ils vont arriver avec ce qu'ils savent faire, et ils vont découvrir. Et je pense qu'ils sont dans la bonne mentalité. Donc après, ça va dépendre aussi du tirage au sort, de quels adversaires vont être affrontés en 16e, en 8e, s'il y a qualification. Mais ouais, je pense que aller par exemple jusqu'en quart de finale, déjà passer les 16e, arriver en 16e et réussir à passer un tour éliminatoire, ce serait déjà une bonne performance pour la Norvège, dans le sens où ils l'ont jamais fait, je crois. À chaque fois qu'ils sont sortis des phases de groupe, c'était élimination en 8e. Si je dis pas C'est de ça, ils ont bêtises. passé qu'une seule fois le premier tour, ils étaient sortis en huitième. C'était en 98. C'est ça. Donc, ouais, et puis en 38, c'était huitième de finale en 6. Donc, voilà. Donc, passer les 16e, ce serait déjà bien. Et pourquoi pas, ouais, repasser un tour pour l'histoire. Et après, ce sera déjà du bonus, mais on va dire que ce sera vraiment que du bonus à partir des quarts. Oui, 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 oui. Donc, ce serait quoi l'ambition peut-être pour la Fédé, peut-être norvégienne pendant cette Coupe du Monde? Ce serait de passer le premier tour, certes, mais est-ce que pour la Fédé norvégienne, ils s'imaginent, ouais, peut-être les huitièmes, quart? Il n'y a pas trop de discours là-dessus. Il y a la présidente de la fédération norvégienne, la Lise Klavesnes, qui, elle, est évidemment très optimiste, parce que elle va pas dire ouais, l'objectif c'est de faire le huitième. Non, l'objectif évidemment c'est d'aller au bout, parce que tu peux pas tenir un autre discours que ça quand tu es à Norvège et que tu as des joueurs comme Erling Haaland, etc. Enfin voilà. Il y a des joueurs, oui, je pense aussi à Martin Odegaard. Enfin, il y a vraiment des gros joueurs, donc c'est un petit peu réducteur de se dire ouais, on va aller faire aller un huitième ou quoi. Mais non, il n'y a pas de discours autour de ça, enfin pas public en tout cas. Et moi, je pense qu'il se programme. Enfin, c'est hyper prétentieux évidemment de dire ça, mais je pense qu'il se programme pour aller au bout, parce que une surprise en amenant une autre, il y a une bonne énergie, quelque chose qui se met au bout. On peut pas savoir en fait. Moi, je pense un petit peu à l'équipe du Maroc en 2000, c'était en 2022.
Ouais, c'est ça, 2022, qui va jusqu'en demi-finale. C'était une grande surprise et je pense qu'évidemment, personne ne pouvait pronostiquer ça, mais eux, dans leur tête, bah, tu passes un tour, tu arrives en huitième, en quart, bah, tu te dis, bah, allez, on y va pour gagner, et voilà. Et je pense que là, ça va être un petit peu pareil. Je pense qu'on peut parler en fait de la Norvège comme un outsider, et je pense qu'eux aussi se considèrent comme ça. Ouais. Bien sûr. Merci d'avoir répondu à mes questions, Antonin. Je te laisse le mot de la fin, faire la promotion de tes réseaux sociaux, de ce que tu veux. Tu as carte blanche. Super, bah, merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours sympa de pouvoir parler un petit peu de notre football nordique parce que c'est vrai que c'est des championnats qui sont pas médiatisés. Concrètement, en France, il n'y a pas de diffuseur, mais c'est un football qui mérite franchement de s'y intéresser parce qu'il y a des énormes supporters en tribune. Je pense notamment à Suède, au Danemark, où tous les week-ends, quasiment, on a des tifos, des craquages, on a des super ambiances. Et même en termes de niveau de jeu, franchement, c'est pas aussi nul que certains pourraient le dire. Il y a quand même de très bonnes choses à regarder. Il y a beaucoup de jeunes joueurs à découvrir. Vous avez vu en fait un petit échantillon avec Bodø/Glimt cette saison en Ligue des Champions, mais il y a vraiment de belles histoires, de bons joueurs. Et voilà sur Nordisk Football, donc principalement sur Twitter, mais aussi Instagram et Facebook. Et puis sur notre site internet Nordisk Football, on parle de tout ça, de la culture autour de tout le football et des principaux acteurs qui le font. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je te remercie pour cette interview. Je te souhaite une excellente fin de journée et bonne continuation surtout. Bah, super, merci beaucoup à toi aussi. Avec son effectif qualitatif mais peu expérimenté en Coupe du Monde, la Norvège est l'une des nations les plus difficiles à pronostiquer. Côté français, on aura des éléments de réponse, car France et Norvège s'affrontent en poule. Ciao!